Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vais reprendre quelques mots généraux sur le sujet objet de la présente réunion, les arrêts de tranche, sur la maintenance, les arrêts de tranche et la sous-traitance. Alors peut-être pour résumer mon propos, c'est que ce ne sont pas des sujets nouveaux, c'est des sujets qui actuellement ont une acuité particulière et qui en auront encore plus dans les toutes prochaines années où EDF envisage de faire des grands carénages, pour reprendre les termes utilisés par EDF. Alors, je reviens sur ce que je viens de résumer un peu brutalement. Ce n'est pas des problèmes nouveaux. La question de maintenance, les questions de sous-traitance sont montées en puissance au début des années 90, pour faire simple. Avec peut-être un petit rappel sur la question de la maintenance. La maintenance, à l'évidence, est quelque chose de bon pour la sûreté. Il s'agit d'entretenir, notamment de manière préventive, les matériels et de profiter des arrêts de tranche pour faire ce genre de contrôle. Au début des années 90, suite à un incident qui était majeur, puisqu'il a été à l'époque classé niveau 3, qui est survenu à Gravelines, on s'est aperçu de quelque chose qu'on n'avait pas dans le viseur à l'époque, c'était que la maintenance mal réalisée, elle, à l'évidence, pouvait poser des problèmes de sûreté. Et l'incident dont je fais mention est intervenu à Gravelines, je ne sais plus quel est le numéro du réacteur, mais où une société est intervenue, c'est peut-être même EDF, je ne sais pas, je ne me souviens plus, sur l'ensemble des soupapes qui protègent le circuit primaire principal. Ils l'ont fait de manière très rigoureuse et systématique, mais en se trompant. Et de manière rigoureuse et systématique, ils ont changé des vis, se sont trompés de vis, et ils ont mis des mauvaises vis après les avoir démontées, et de manière encore une fois systématique, et ce qui fait que l'ensemble des soupapes du pressuriseur, du circuit primaire, donc qui est vraiment le point essentiel du réacteur, pendant un cycle, étaient en incapacité de fonctionner. Et donc, pendant un cycle, il y a un réacteur nucléaire en France qui a fonctionné sans avoir ses protections contre les surpressions. Et cet incident a été classé au niveau 3 et a généré du coup derrière toute une réflexion sur le fait que la maintenance, qui était encore une fois essentielle pour la sûreté, devait être faite de manière extrêmement rigoureuse, de manière à éviter qu'elle ait un effet contraire à ce qu'elle cherche à faire. Les questions de sous-traitance sont aussi montées en puissance parce que la politique industrielle d'EDF dans ces années-là, le choix industriel fait par EDF a été d'un recours accru à la sous-traitance. Et ce que je disais dans mon propos initial, c'est des sujets qui ont aujourd'hui une acuité particulière. Je citerai deux chiffres. En 5 ans, le volume des travaux réalisés pendant les arrêts de tranche a été plus que doublé. Alors, il y a sans doute beaucoup d'explications. Il y a des travaux qui sont dictés pour des raisons de disponibilité, d'autres qui sont dictés pour des raisons de sûreté. Évidemment, on tient au deuxième type de travaux. Mais c'est quand même un point qui est majeur. 2 fois plus de travaux entre il y a 5 ans et maintenant. Tentative d'explication, mais je crois que vous recevez EDF, c'est à eux aussi de confirmer. Je pense qu'il y a eu globalement un sous-investissement en matière de maintenance dans les 10 ans, 5 ans précédents, qui a voulu être rattrapé, qui a dû être rattrapé, et que par définition, quand on veut rattraper la maintenance qu'on n'a pas faite avant, nécessairement, il y a un volume de travaux maintenant qui a vocation à augmenter significativement. Mais encore une fois, le chiffre que je viens de citer, il est tout sauf anecdotique. 2 fois plus de travaux pendant les arrêts de tranche, c'est quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose, je parle de la situation actuelle, c'est qu'on constate, et EDF le constate également, mais nous le constatons également, puisque nous inspectons, beaucoup de nos inspections ont lieu pendant les arrêts de tranche, et que nous contrôlons les arrêts de tranche. Ce que l'on constate, c'est qu'entre la prévision de planning initiale faite par EDF pour réaliser ces arrêts de tranche et le planning réalisé, il y a un écart de 50%. C'est-à-dire entre le temps qu'ils avaient prévu pour faire un arrêt de tranche et le temps qu'ils mettent, il y a plus de 50%. Donc, très visiblement, il y a un problème d'organisation des travaux, sachant que dès lors que vous sortez du planning que vous aviez prévu, à l'évidence, vous créez des problèmes de qualité de réalisation, voire pouvant poser des problèmes de sûreté, puisque vous êtes amené à gérer un planning et une organisation finalement que vous n'aviez pas prévu, plus 50% de dérive de planning, ça montre qu'il y a clairement un sujet. Quand on regarde un peu plus finement à quoi sont liés ces écarts de planning, il n'y en a qu'un tiers qui sont justifiés par de bonnes raisons,
C'est-à-dire que faisant de la maintenance, on s'aperçoit qu'il y a un problème technique, c'est le but de la maintenance, et à ce moment-là, on répare. Donc nécessairement, ça allonge ce qui était prévu. Donc ça, c'est à la limite une bonne raison. Mais ça ne correspond qu'à un tiers des cas. Les deux autres tiers, à peu près à parts égales, c'est des problèmes de mauvaise planification initiale ou des problèmes de non-qualité ou de défaut de maintenance, c'est-à-dire de la maintenance pas réalisée, et il faut y revenir. Donc nous considérons là qu'il y a un véritable sujet qu'il faut traiter. Et je reviens sur mon propos initial, et ce sujet-là, qui a une acuité particulière maintenant, va avoir encore une acuité encore plus forte quand on commence à se projeter à 3-4 ans dans les périodes où EDF envisage de faire ce qu'ils appellent le grand carénage, cette fois des opérations encore plus lourdes. Donc ce défaut de maîtrise des arrêts de tranche, pour nous, est un sujet qui est préoccupant. On en a discuté encore il y a un mois au niveau technique avec EDF pour voir ce qu'ils pouvaient faire, et le tout intervenant dans un... et ce n'est pas sans lien avec les constats, dans un contexte de renouvellement massif des effectifs. Alors si je dis que c'est sans lien, c'est qu'il y a beaucoup de départs à la retraite. Hein. Je rappelle les chiffres, à peu près sur les 5 ans, la période de 5 ans autour de maintenant, c'est plus de 50% des effectifs d'EDF qui doivent être renouvelés. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, il y a déjà des jeunes, des nouveaux embauchés qui sont présents, qui doivent s'acclimater à la situation actuelle. Ça peut expliquer une part des difficultés rencontrées dans la planification, l'organisation, la réalisation des travaux en arrêt de tranche. Mais ça veut aussi dire que dans la perspective du grand carénage, cette question devient de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et devient une question absolument stratégique. Et donc c'est pour cela qu'on est en discussion très serrée avec EDF. En termes de sûreté, ce que l'on voit, c'est la qualité des déclarations qui nous sont faites quand une anomalie nous paraît correcte. Il n'y a pas de... On ne constate pas de baisse dans la transparence d'EDF vis-à-vis des problèmes qu'ils rencontrent. Pour donner quelques chiffres, sur 2013, on a eu à peu près sur le parc nucléaire, à peu près, le comptage n'est pas tout à fait exact, mais en 2013, 700 événements significatifs pour la sûreté qui ont été déclarés. C'est une légère diminution par rapport à 2012, mais c'est au-dessus de ce qu'on avait constaté les années précédentes. Donc je ne commenterai pas, disons que globalement c'est à peu près étal, ce qui est plutôt rassurant donc, sur la transparence, je dirais, du système. Mais par contre, sur ces 700 événements significatifs, il y en a plus de la moitié qui sont relatifs à des non-qualités de maintenance. Donc ça c'est un point à signaler qui me paraît tout à fait important. Donc, sujet majeur et sujet, je le répète, d'autant plus majeur qu'il y a les perspectives de grand carénage et que les questions de renouvellement des compétences sont encore d'actualité, le seront encore pour plusieurs années. Deuxième sujet, sur la sous-traitance. C'est le résultat d'un choix industriel qui peut avoir des bons aspects, si effectivement les sous-traitants sont spécialisés. Et par le fait qu'ils sont spécialisés, apportent les compétences nécessaires à la réalisation de travaux. Évidemment, ça peut être un choix qui a des impacts négatifs si les entreprises et les personnes qui sont employées par ces sous-traitants ne sont pas au niveau de qualification attendu. Et ce sur quoi on insiste très lourdement, c'est sur 2 points. Sur le fait que EDF garde en propre les capacités à exercer cette surveillance. C'est-à-dire pour surveiller l'exécution d'un travail, il faut avoir soi-même le minimum de compétences qui permet d'aller contrôler au bon endroit au bon moment. Et deuxième chose, que cette surveillance des travaux soit effective. On a sur ces sujets-là 2 textes très importants à mettre en référence. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'arrêté installation nucléaire de base, qui a été pris en début 2012. Et c'est cet arrêté qui oblige EDF à exercer une surveillance des travaux réalisés sur l'ensemble de la chaîne des prestataires. Cet arrêté est en cours de déclinaison. Actuellement, on a un texte qui est ailleurs en consultation publique. C'est ce que l'on fait de manière systématique depuis l'été dernier, concernant ce qu'on appelle le système de management intégré de la sûreté, de la radioprotection et de l'environnement. Et dans ce texte-là, il y a l'obligation faite pour EDF, mais cette obligation s'applique plus généralement à l'ensemble de la chaîne d'action en tout ce qu'elle touche la sûreté ou les enjeux importants. Donc il rend obligatoire d'avoir une organisation
qui justement permettent d'assurer la bonne qualité des opérations. Donc 2 textes, dont un en consultation publique de mémoire jusqu'au 21 février. Sachant que s'il y a un afflux de demandes ou de demandes d'intervention, on peut tout à fait élargir ce genre de période de consultation. Pour nous, c'est évidemment pas un sujet. Dernier point, puis ensuite je réponds à toutes vos questions. On touche là à des questions qui sont complexes. Ça touche aux facteurs, ce qu'on appelle les facteurs sociaux, organisationnels et humains. Après Fukushima, dans la démarche post-Fukushima, on a été amené à travailler sur ces sujets, notamment à la demande du Haut Comité à la transparence et à l'information sur la sûreté nucléaire, qu'on avait saisi de nos travaux, et qui a souhaité qu'on aille plus loin sur toutes ces questions-là, facteurs sociaux, organisationnels et humains. Et donc actuellement, on a lancé un groupe de travail ouvert, c'était en fin 2012, début 2013, ouvert au sens, c'est l'ensemble des parties prenantes qui peuvent apporter aux discussions, donc les exploitants, leurs sous-traitants, leurs syndicats respectifs, un certain nombre d'universitaires, les ONG. Sur ce sujet particulier, sur ces sujets-là, il y a des questions de droit qui sont assez complexes. Et donc, on a aussi invité des cabinets de juristes. Juste un point pour illustrer la difficulté du sujet. Typiquement, au nom de la sûreté, ce que l'on souhaite, et la tendance naturelle, c'est qu'effectivement, EDF exerce un contrôle plein, entier, plutôt intrusif, sur les organisations internes des sous-traitants, sur le pilotage des actions menées par les sous-traitants eux-mêmes. Au nom de l'inspection du travail, la logique inspection du travail, c'est plutôt qu'une entreprise, quand elle est prestataire, elle reste en capacité, en pleine responsabilité d'exécuter sa tâche, mais interdit plutôt l'intrusion, entre guillemets, dans le système par son donneur d'ordre. Et donc on a des problèmes juridiques assez compliqués à régler entre deux types de réglementation qui ont plutôt en première approche des objectifs un peu antagonistes. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi mis un certain nombre de cabinets de juristes spécialisés pour traiter ces questions. Et il y a plusieurs questions qui sont dans le champ, qui sont en train d'être travaillées. Bon, il y a la question de la sous-traitance en situation normale d'activité. Il y a un point qui est nouveau, qui fait vraiment suite à post-Fukushima, qu'on essaye d'examiner, c'est comment la sous-traitance peut intervenir et dans quelles conditions, dans quel cadre contractuel, en cas d'accident. Un des points qui a été mis en lumière par l'accident de Fukushima, encore une fois, qui n'était pas réellement à l'ordre du jour avant. On considérait qu'en cas de crise, c'est l'exploitant lui-même qui gère l'ensemble de ce qui est nécessaire pour des actions pour préserver la sûreté de l'installation concernée. À Fukushima, on s'est aperçu que les sous-traitants étaient nécessaires, pas surtout, mais étaient nécessaires pour mener un certain nombre d'actions de crise. Et dès lors se pose la question, comment s'assure-t-on que les sous-traitants, en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que personne, seront là le jour venir pour intervenir dans des conditions qui ne sont plus des conditions de temps de paix, mais qui sont des conditions de temps de guerre. Ces questions se posent pour les sous-traitants, mais ils se posent aussi pour les différents services publics qui pourraient être amenés à aider à la résolution d'une situation de crise. Je pense aux pompiers. Il y a des choses intermédiaires, par exemple des conducteurs de cars pour évacuer des personnes. Comment on s'assure que l'ensemble de ces personnes seront bien là et dans quelles conditions? Sur la base du volontariat, sur la base de quelque chose qui est signé avant et avec un engagement des personnes. Donc vous voyez, ce genre de sujet qui est traité par ce qu'on appelle nous le COFSO, Comité Facteurs Sociaux, Organisationnels et Humains, sont en cours de traitement donc par ces groupes pluralistes. C'est typiquement des questions lourdes sur lesquelles on aura des résultats définitifs plutôt dans plusieurs années. J'espère avoir des résultats intermédiaires d'ici 1 an, 2 ans. Mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel nous essayons de faire avancer l'ensemble des partenaires. Voilà, je m'arrêterai pour mon exposé liminaire et je suis ouvert à toutes vos questions, bien entendu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le